Aujourd'hui, on va parler d'un des plus gros phénomènes du business YouTube, MrBeast. Chocolat, jouet et business caché, il a transformé ses vidéos en une véritable machine à cash. Il pleut des dollars. Un empire estimé à plusieurs milliards de dollars aujourd'hui. C'est plus de 400 millions de revenus en 2024. Ah ouais, il y a de la concurrence là. Et ces produits arrivent officiellement en France, chez nous. Mais derrière l'empire se cache une question. Comment ça marche vraiment? Est-ce que c'est un simple coup de génie ou un modèle d'avenir que tous les gros youtubeurs vont adopter? Aujourd'hui, on va pas juste tester ces produits. On va les passer au peigne fin, l'inspecteur de l'extrême. On parlera des avis une étoile, des dramas qui ont secoué l'image de ces produits, mais surtout du business gigantesque caché derrière ces vidéos. C'est quoi les réussites et les échecs de MrBeast? Mais surtout la place que vous, spectateurs, prenez dans ce business. On va analyser tout ça de près. La réponse en fin de vidéo. J'ai acheté tout ce qui était possible de MrBeast. Ça en fait, hein. Il y en a vraiment beaucoup. Certains produits ne sont même pas disponibles en France. On va les tester ici, dans mon bureau. Je vais faire une crise, hein, c'est sûr. Ça va manger, ça va jouer, ça va parler chiffres et tester des trucs. En fait, en creusant, j'ai l'impression que ce sujet ne s'arrêtait jamais. Non, il a pas 2-3 marques, le mec. C'est colossal. Et en plus de ça, ce modèle, c'est plus qu'une tendance, c'est une révolution là, et je vais vous expliquer pourquoi c'est méga important de comprendre ce qui se passe ici. C'est un modèle qui se construit et c'est sûr qu'il va y avoir des opportunités. L'histoire est passionnante, c'est un gros morceau, hein. Vous risquez d'être surpris, ça part. Et j'espère que le petit MrBeast, il essaye pas de nous avoir. Il y a déjà beaucoup trop d'arnaques sur internet, on n'en peut plus. Encore là, il y a quelques jours, il y a plein de comptes qui se faisaient passer pour moi et qui essayaient de faire gagner un iPhone. Pour arnaquer les gens, t'as forcément déjà reçu des SMS, des mails du genre, ou même des QR codes maintenant. Et si t'as le malheur de cliquer sur le lien, c'est terminé, c'est foutu. Pour ne plus avoir aucun doute, il existe un outil maintenant, et c'est le sponsor de cette vidéo, Scamio de Bitdefender. Chaque jour, Bitdefender traite plus de 50 milliards de requêtes et détecte près de 500 menaces par minute. Ah oui, ça en fait des arnaques. Et aujourd'hui, avec l'IA, les arnaques sont de plus en plus efficaces, alors il faut s'armer. Dans l'utilisation, c'est très simple, il te suffit d'envoyer ce que tu as reçu à Scamio sur WhatsApp, Messenger ou via leur site directement, et tu auras la réponse. Pour ça, l'outil utilise Bitdefender Scam Copilot, c'est une technologie innovante pour repérer les escroqueries. Mais c'est pas tout, parce que Bitdefender propose aussi d'autres outils gratuits. Tu as le Link Checker pour vérifier les liens, le Password Generator pour créer des mots de passe solides, et t'as même un VPN intégré, la totale. Et si tu veux une protection complète, il y a Bitdefender Premium Security. C'est testable gratuitement pendant 3 mois via le lien dans la description. Ou alors vous pouvez scanner ce QR code et celui-là il est safe. Je vous le garantis. Attends, mais ça se tombe, il y a un gars, il va utiliser une IA de ce que je viens de dire, mais il va mettre un faux QR code. Comment je vais faire? Scamio, tout simplement. Allez, maintenant on analyse MrBeast. Voici le chocolat de MrBeast. Il en a fait du chemin. Non pas parce qu'il vient du Pérou, après tout, on sait que le chocolat, ça vient pas de Roubaix, hein, mais parce que c'est le fruit d'une histoire de dingue. Je vais vous expliquer. C'est un sujet méga important, parce que ce chocolat vient d'arriver en France, et franchement, c'est fou. On va y venir, mais avant, petit flashback pour comprendre pourquoi MrBeast vend du chocolat. C'est Willy Wonka maintenant, le mec, en fait. Pété de thunes, il vend du chocolat, ça y est. En fait, ça part déjà d'un drama, et vous verrez, il y en a vraiment beaucoup, notamment pour Beast. Tout commence en 2020 quand MrBeast lance MrBeast Burger, une chaîne de fast-food 100% en livraison. C'est ce qu'on appelle une opération de co-branding. Très important de comprendre car c'est créé via l'entreprise Virtual Dining Concept. On l'appelait VDC. C'est vraiment important de comprendre qu'un simple youtubeur ne peut pas du jour au lendemain proposer un service aussi énorme qu'une chaîne de fast-food. Ça prend vraiment beaucoup de temps. Et vous allez voir, il y a plein de façons différentes de faire au fil de la vidéo, mais le co-branding, il va souvent revenir. Parce que dans ce schéma, MrBeast, lui, s'occupe de l'image, de la notoriété, du marketing, globalement toutes les choses qu'il maîtrise déjà avec ses contenus. De l'autre côté, VDC s'occupe de toute la production, les cuisines, la bouffe, les matières premières, la livraison. Et tout ça, MrBeast, en soi, en 2020, il y connaît rien. C'est deux savoir-faire qui s'associent pour créer un produit, MrBeast Burger. Et au début, c'est un carton. Il y a plus de 1000 partenaires en Dark Kitchen, des millions de burgers vendus en quelques semaines. C'est du grand délire. On en a pas mal parlé dans la vidéo sur les restaurants de youtubeurs français. Les Dark Kitchen, ça a des avantages, mais aussi des inconvénients. En fait, c'est juste des franchisés qui ont acheté la licence MrBeast Burger, qui peuvent même au sein de ces cuisines faire d'autres recettes, d'autres marques, et c'est donc très difficile de garder un contrôle qualité, surtout quand on ouvre 1000 restaurants en si peu de temps. Résultat des comptes, rapidement, la réalité frappe. Des produits mal préparés, froids, immangeables, des plaintes
en masse et un manque de contrôle sur la production. VDC a été beaucoup trop vite, ça ne suit pas, on va dire, la puissance de MrBeast et Jimmy se retrouve à subir des critiques vraiment sévères sans pouvoir rien faire car en fait, le produit, il lui appartient pas de A à Z. Il dépend des décisions et choix de VDC. Et là, c'est la prise d'otage parce que VDC s'en fiche complètement. En fait, ce groupe veut faire des sous rapidement, produire en masse et tant pis pour la qualité. VDC en fait veut juste utiliser au maximum la notoriété de MrBeast. Très rapidement, le projet explose. MrBeast en 2023 attaque en justice Virtual Dining Concept. Violation de l'accord parce qu'ils ont vendu des burgers sans l'accord de MrBeast. Mauvaise qualité des produits, dégradation de sa réputation. Mais c'est pas tout. VDC contre-attaque en réclamant 100 millions de dollars, estimant que MrBeast cherche à casser le contrat sans justification valable. Clairement là, c'est le cauchemar de tout co-branding, quand ça ne marche plus avec un partenaire indispensable pour faire vivre le projet. Et d'ailleurs, le procès, il est toujours en cours. À ce moment-là, MrBeast prend une décision majeure. Plus jamais je ne mets mon nom sur un produit que je ne contrôle pas. Et voici pourquoi il vend du chocolat Feastable, sa propre marque là de chocolat et de snacks qu'il possède totalement. Cette fois-ci, pas de co-branding. Il développe les recettes, choisit les fournisseurs et contrôle l'image de la marque. Et voilà tout ce que cache cette petite barre de chocolat. C'est un peu la porte de sortie de MrBeast et vous allez voir que le pari, il est plutôt gagnant. Alors attention, mine de rien, encore une fois, même si c'est MrBeast, je veux dire, c'est pas un producteur de chocolat depuis 50 ans. Il est tout nouveau, il est tout jeune. Et donc, pour la production, il passe par des usines partenaires implantées depuis très longtemps, garantissant ainsi la qualité et l'éthique de sa marque, tout en gardant une gestion centralisée. C'est juste impossible au lancement d'avoir sa propre usine, mais c'est clairement la vision à long terme, je pense, de MrBeast. Alors désolé pour cette longue intro, mais qui, je trouve, est passionnante, mais vous allez voir qu'il y aura un impact assez important sur le reste des projets pour mieux comprendre ce qui se passe, les challenges, les réussites, mais aussi les échecs. Parce que là, ce chocolat, pourquoi du chocolat? C'est plus facile à faire que des burgers, plus facile à distribuer aux 4 coins du monde. C'est un produit universellement apprécié, je pense. Il y a quand même très peu de gens qui n'aiment pas le chocolat. Avec en plus une forte demande et qui ne varie pas tant selon les pays. C'est une vraie opportunité business pour Jimmy qui là va pouvoir peut-être s'exporter partout sur la planète. Un point majeur aussi qu'on va juger, c'est la valeur ajoutée du produit. Que propose cette marque de nouveau? Quelle est l'opportunité pour les consommateurs? Qu'est-ce qu'il y a de mieux? Et la proposition de MrBeast rejoint aussi son ADN. Ici, on est sur un chocolat avec une approche éthique et responsable dans la production. On se rend compte que c'est surtout leur chaîne d'approvisionnement de cacao qui leur permet de mettre en avant cette info via Tony's Open Chain. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est aussi une autre marque de chocolat assez populaire aux US, Tony's Chocolate. Et c'est là où on saisit aussi les opportunités des marques un peu youtubeurs. Elles ont besoin de s'appuyer sur des marques, sur des entreprises déjà implantées, qui ont déjà de l'importance dans le marché. La position d'outsider qui sort de nulle part, qui va tout casser et éclater tout le monde, ça marche pas trop. Il vaut mieux utiliser des réseaux de distribution déjà existants, des partenaires qu'on ne va pas considérer comme concurrents, mais plutôt comme des opportunités d'apporter des nouvelles choses sur le marché. Et Feastable fait partie des premiers produits de youtubeurs US à arriver en France. Et vraiment, j'ai trop hâte de le tester. Ça fait un petit moment que j'attends justement. Et pour pas faire les choses à moitié, j'ai tout pris. Donc il y a déjà pas mal de petits produits. Alors là, j'ai du chocolat aux amandes. Alors je sais pas pour vous, moi je trouve le design très stylé. Alors c'est très jeune, on va dire, un peu funky, etc. Mais ouais, le bleu de MrBeast, son logo, au final, ça passe pas mal. Hein. Moi j'aime bien. Ça change du chocolat un peu traditionnel, un peu à l'ancienne, qu'on connaît toujours. Bon, il y a un peu Milka, je dirais, en concurrence. Ici, j'ai au chocolat noir, barre de 60 grammes. On a un petit QR code sur la barre parce que forcément avec MrBeast, en termes de marketing, c'est assez stylé. Genre il y a un gros concours, on peut gagner de l'argent. J'ai d'autres formats aussi un peu plus petits. On a une barre crunch et la 10 nuts au caramel. Et j'ai même l'ancien design de Feastable. Et oui, parce que la marque a connu une refonte. Déjà, lancé en janvier 2022, c'est en 2024 que Jimmy revient complètement sur la recette, sur le marketing et même sur le design de ses produits. Positionné comme une alternative plus naturelle aux barres chocolatées traditionnelles industrielles, ces produits contiennent peu d'ingrédients, sans huile de palme et utilisent du chocolat, on va dire, éthique, biologique. Donc c'est des tablettes de petit format pour le moment, de 60 grammes qui sont proposées là
plat en 4 recettes, lait, riz soufflé, beurre de cacahuète et amandes. Et pour être bien accompagné, encore une fois, impossible de faire ça tout seul. En 2021, il recrute Jim Murray, l'ancien PDG de l'entreprise de barres protéinées RX Bar, pour l'aider à concevoir le produit Feastable. Et ensuite, Jim Murray, c'est devenu le cofondateur et PDG de la société. Et oui, ça sort pas de nulle part, tu sors pas une barre de chocolat comme ça tout seul. Bon, dès leur lancement, ça a connu un succès massif aux États-Unis, notamment grâce à la stratégie marketing de Jimmy qui est juste trop fort. On pouvait gagner de l'argent liquide, des voitures, ou même dans une vidéo, une usine de chocolat. Et là où ça nous intéresse, c'est comment il est arrivé un petit peu en Europe, notamment dans un premier temps en Allemagne et maintenant en France. Il est passé par un contrat de distribution exclusif d'une durée de 6 mois chez Carrefour. C'est intéressant de le savoir parce que techniquement, en France, le chocolat est 65 centimes plus cher qu'aux États-Unis. Ça peut être lié au coût de transfert et d'importation, mais aussi surtout au contrat d'exclusivité de Carrefour. Il y a dû avoir un gros deal entre guillemets derrière parce qu'avoir les chocolats de MrBeast en exclu uniquement chez Carrefour, je pense que ça a un prix. Clairement, la stratégie de Carrefour, c'est d'attirer des consommateurs plus jeunes, ceux qui fréquentent de moins en moins les supermarchés. Et de ce que j'ai pu entendre, c'est un pari gagnant. En 2024, Feastable a généré plus de 250 millions de dollars. Selon Fortune, MrBeast gagne plus d'argent avec le chocolat qu'avec ses propres vidéos. Alors pour le moment, c'est tout beau tout rose, mais maintenant on va parler un petit peu du côté négatif, le prix. Il y a beaucoup de consommateurs qui ont estimé que le prix des barres était trop élevé par rapport à leur qualité, pointant du doigt une texture granuleuse et un goût jugé fade ou inférieur aux grandes marques de chocolat. Par exemple, si on veut faire une comparaison directe entre Feastable et par exemple Milka, qui pour moi est son concurrent direct, Feastable coûte 49,83 € du kilo quand Milka est à seulement 13,83 €. C'est plus du triple. Alors est-ce que ça va baisser quand il y aura plus l'exclusivité Carrefour? Est-ce qu'il sera toujours plus cher? Honnêtement, je pense que c'est fort probable. C'est impossible en l'état pour Jimmy de faire face à Milka en termes de prix. C'est pas du tout les mêmes productions, les mêmes distributions, la même quantité. C'est aussi le jeu au début, quand on lance une marque, malheureusement, on peut pas faire le poids face à des mastodontes qui sont là depuis des décennies sur le marché. On va regarder les petits avis 1 étoile. Un parent qui regrette ça, oui. Chocolat infect, les tablettes sont minuscules, à peine plus que la paume de la main. 1 étoile. Ah oui, donc lui, il a pris ces petites là, je pense. Effectivement, c'est vrai que c'est petit quand on regarde comme ça. Diego, moche. Ce type vend ce qu'il veut en ligne et la plupart des enfants sont prêts à acheter et à être déçus par des produits laids et chers. 1 étoile. Bon, moi je trouve pas salé. Jurion, franchement, c'est horriblement cher et pas bon. 1 étoile. Cédric, chocolat médiocre, qui ne vaut en rien le prix affiché. Ne vous attendez à rien d'exceptionnel en la dégustation. 1 étoile. On voit au niveau des avis négatifs qu'il y a un gros problème avec le goût. Moi, j'adore en plus le chocolat. Bon, vous le savez, je suis pas très difficile, mais on va voir si ça vaut la concurrence parce que j'en mange pas mal. Il y a pas mal d'autres problèmes qui sont soulignés, qui sont plutôt logistiques. En fait, on a des livraisons qui seraient très lentes, des commandes incomplètes et même parfois des barres fondues ou cassées. Moi, je dois vous avouer que j'ai des barres cassées. Je le sens déjà, elles sont vraiment toutes cassées, on va voir. En termes de packaging, c'est que du plastique. Or, on sait bien que généralement dans la concurrence, dans les chocolats, il y a du carton, il y a des emballages parfois un peu plus durs. Pas toujours, mais souvent. Bon, moi, je vais goûter la chocolat au lait direct. Je pense que c'est un peu le produit numéro 1. Bon, vous voyez, ah ouais, elle est complètement cassée. Bon, ça va, c'est pas non plus en miettes, mais en fait, c'est tous les carrés qui sont supprimés, quoi. Donc, c'est dommage. Ok. C'est bon, mais effectivement, c'est pas à la hauteur, par exemple, d'un Côte d'Or, que j'aime beaucoup. Oh non, j'en fous partout sur mon tapis. En tout cas, je suis pas d'accord avec les commentaires qui disent que c'est dégueulasse, machin, que c'est pas bon. C'est vraiment du chocolat un peu basique, un peu normal. Il faut pas oublier que derrière, du coup, il y a aussi normalement cette approche éthique qui, moi, m'intéresse. Et franchement, je suis toujours prêt à baisser un peu, soit la qualité ou augmenter un peu les prix. Donc ça, je le prends aussi en compte dans la dégustation. Et en termes de goût, on est sur un chocolat un peu basique, qu'on peut retrouver un peu dans les calendriers de l'Avent ou les trucs comme ça, un peu meilleur. Je vais tester les autres goûts. Alors celle-là, par contre, elle est en bon état. Là, c'est nickel. On voit pas très bien, mais il y a le logo de MrBeast ici. Eh, mais je vais manger masse chocolat. C'est intéressant. C'est vraiment pas malheureusement les meilleures barres de chocolat que j'ai pu tester, mais c'est bon. Franchement, c'est bon. C'est bien fondant en bouche. Là, j'ai un bon goût d'amande aussi. Alors, pour voir la différence, je vais goûter l'ancienne. Alors déjà, l'emballage, il est moins sympa. Ah ouais, ça change. Je suis moins fan. Effectivement, celle-là, je la trouve beaucoup plus un peu chimique. Ouais, je vais faire une crise de foie, moi. Maintenant, je vais tester la Disnut. C'était un peu genre le produit phare. Je sais qu'ils ont fait pas mal de pubs autour de ça. Donc celle-là aussi, elle est un petit peu cassée, mais c'est pas dramatique parce que c'est vraiment les morceaux de carré, en fait, qui sont déjà cassés. J'aime bien. C'est le meilleur pour moi. Ouais.
Le caramel, ouais, ça ajoute un truc, ça c'est bon. Alors, c'est pas tant un goût de caramel direct, ça me fait penser aux vieux bonbons que je mangeais chez mes grands-parents, les mi-choco. Je sais pas si ça vous parle, les mi-choco. Moi j'adore, c'est vraiment bon. Bon, effectivement, en termes de prix au kilo, hein, c'est quand même très élevé encore. Faut pas oublier que c'est quand même un produit qui vient de très loin, là, qui s'implante pour la première fois, en tout cas en France, chez nous. Donc ça me choque pas tant que ça pour quelque chose de nouveau. Franchement, pour moi, je vous le dis honnêtement, c'est validé. J'aime bien ce produit, j'aime bien l'idée. En plus, c'est qu'un début, mais je pense qu'il va pouvoir s'amuser en termes de recettes. C'est aussi l'intérêt quand t'as une marque comme ça qui a beaucoup de visibilité. Tu peux te permettre de proposer un petit peu des nouvelles formules, des nouvelles idées. Bon, et je pense que vous l'avez vu, arrivé en France, il a fait pas mal avec des youtubeurs. Difficile de le rater. Il y a eu Mastu, Joyka, Fast Good aussi, je crois. Et on peut voir que Feastable est plutôt bien présent dans la vidéo. Hein. C'était aussi un peu une de ses stratégies de collaborer avec des gros youtubeurs français pour gagner en visibilité sur son chocolat. Bon, et quand tu reçois un message de MrBeast qui te propose une collab, tu dis rarement non. En plus de ça, de ce que je sais aussi, il y a eu des opérations commerciales. C'est-à-dire que Feastable a payé les youtubeurs pour en parler en vidéo et tout, ce qui est assez ouf. Ça, c'est vraiment le next step, je trouve. C'est de pouvoir sponsoriser des youtubeurs avec sa marque issue de YouTube. Ça, c'est la classe, franchement. Bon, je trouve les avis 1 étoile un peu sévères sur le goût. Hein. Ça reste du chocolat qu'on peut retrouver. Mais effectivement, il y a des améliorations à voir sur de pas avoir du chocolat cassé. Peut-être un prix un peu moins cher. Mais de mon côté, c'est validé. Oh là là, le sujet de malade, Lunchly. Je l'ai enfin. Je vous jure, j'avais trop envie de tester, ça m'a hypé parce que l'histoire est folle. Dites-vous, en France, c'est impossible de l'avoir. C'est dispo qu'aux US. On a même été le choper en magasin là-bas. Merci Max. Je vous rassure, il n'était pas aux US que pour ça. On en a profité. Ce produit a fait un énorme bad buzz. L'histoire est vraiment passionnante. Dites-vous que ce truc, selon moi, ne marchera jamais en France. Je dis vraiment jamais. J'en suis convaincu. Je vous explique. Pour comprendre ce produit, on va parler des cantines. Ouais, les cantines de l'école. Faut savoir qu'en France, nous, les cantines, alors même si on peut forcément les critiquer, ça a été pas mal revendu à Sodexo, etc. Donc ça reste un peu industriel. Mais néanmoins, les cantines françaises font partie des meilleures au monde. C'est pour nous une institution, c'est obligatoire. On est nombreux à avoir mangé à la cantine. Et même en France, en règle générale, hein, le déjeuner, le repas du midi, il est super important. Vraiment, nous, la France, c'est la cantine et le repas du midi. Mais maintenant, on va parler des US. Et déjà, de base, les US, le repas du midi, je vais pas dire qu'il est pas important, mais il est différent. Eux, ils vont vraiment avoir un gros petit déjeuner et le lunch, le repas du midi, c'est plus voilà, pour faire une petite transition, un petit casse-croûte. Ça, c'est déjà, on va dire, dans la culture de base, de pouvoir se faire des sandwichs au midi, etc. Mais ça va encore plus loin que ça si on retrace un peu l'histoire des cantines de l'Amérique. En fait, dans les années 80, suite à des réformes industrielles et à l'évolution du système éducatif, il y a beaucoup d'écoles qui réduisent les cantines, voire même les éliminent totalement. Il y a plus de cantines, les gars, il y a plus de cantoches à l'école. Ça, c'est terrible. Moi, je ne peux pas. Je ne veux pas d'un monde sans cantoche. Et du coup, à ce moment-là, les parents, surtout les familles occupées, vont devoir se tourner vers des solutions pratiques. Des repas préemballés, faciles à emporter dans le sac à dos du gamin et à manger. Et si possible, pas très cher. Et c'est à ce moment-là qu'arrivent les Lunchables. Ce lunch unique aux États-Unis est né de cette nécessité. Des industriels ont flairé le filon et se sont dit, ok, il faut qu'on propose le truc le moins cher possible, le plus efficace, full chimique industriel, Lunchables. Ça nous promet un repas complet dans une boîte avec viande, fromage, crackers et même parfois dessert qui permet aux enfants de manger facilement à leur propre rythme à l'école, dans la cour. De notre point de vue français, pour nous, c'est juste vraiment impensable. On peut pas manger ça à midi. Des crackers et du jambon transformé, c'est de la pâté pour chien quoi. Pourtant, c'est un produit qui répond à un mode de consommation américain qui combine praticité et portabilité. C'est un vrai buy en Amérique. Pour vous donner des chiffres, en 2020, c'est environ 49,7 millions d'Américains qui ont consommé des Lunchables. Je sais pas si vous vous rendez compte. En 2023, les ventes de Lunchables ont atteint 1,8 milliard de dollars. Alors, vous l'avez compris, Lunchables, c'est pas Lunchly. Lunchly, c'est littéralement une copie, un nouveau concurrent créé par MrBeast et pas que, puisqu'il s'est associé avec KSI et Logan Paul. Mais alors, comme je vous l'ai dit avant, c'est quoi la valeur ajoutée de cette box? C'est quoi la nouvelle proposition? En fait, les Lunchables ont eu énormément de drama. On s'est rendu compte, mais ça après de longues années, que leurs produits pouvaient contenir du plomb. Oui, du plomb, du contenu chimique, des additifs, des conservateurs, des plastiques omniprésents et des produits souvent riches en sel et en sucre. Et c'est là qu'intervient nos petits youtubeurs. En fait, ils ont flairé le filon. Ils se sont dit, l'opportunité business, elle est énorme si on fait mieux que Lunchables. Et clairement, faire des plats sans plomb, je pense que ça se fait. On est donc sur une gamme de repas préemballés, créés par les influenceurs Logan Paul, KSI et MrBeast, présentés comme une alternative
plus saine au Lunchable de Kraft Heinz. Donc voilà, c'est pratiquement exactement pareil, mais en améliorant la recette. On a 3 gammes, The Pizza, donc c'est des pizzas assemblées soi-même avec une sauce tomate et fromage. On a les Fiesta Nachos, des chips de maïs avec fromage fondu et salsa. Et ensuite, le Turkey Stack'ems, avec des tranches de dinde, fromage et crackers. Mais là où ils ont fait fort aussi, puisqu'on a 3 youtubeurs, chacun apporte leurs produits. Puisque dans cette box, on retrouve le chocolat Feastables, mais aussi les boissons Prime de KSI et Logan Paul. Voilà la promesse. Moins de calories, des meilleurs ingrédients. Disponible en ligne et sur les magasins Target. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. En fait, la sortie du produit a été vraiment un peu catastrophique. La première chose est assez simple. Tout ce que je vous ai expliqué et qui pour moi est hyper essentiel pour comprendre ce produit, bah mine de rien, on n'est pas très nombreux à le connaître à la sortie de ce produit. Nous, en France, en Espagne, en Angleterre, c'est pas trop notre délire. Et quand on voit ce genre de box qui est proposé comme un repas pour les enfants, bah on a tendance à se dire que c'est dangereux en fait, qu'on veut pas de ça. Et clairement, c'est pour ça, je pense que nous, en France et tout ça, enfin, vraiment, je peux me tromper, hein, mais je vois pas un monde où les enfants mangent ça à midi à l'école. Mais c'est pas tout. Il y a eu une tonne d'avis, une étoile. Pire que ça, même des vidéos YouTube critiques avec un problème majeur de la moisissure sur le fromage. Et ce, malgré une date de péremption encore éloignée. Et le gros problème, c'est qu'une youtubeuse, Rosanna Panzino, en a fait une vidéo, l'a mis dans sa miniature, et là, c'était finito pipo. Moisi, une étoile. Don't buy, une étoile. Moisi, une étoile. Du moisi dans le fromage, une étoile. Le lunch est moisi, une étoile. Ne dépensez pas votre argent et votre temps, une étoile. On a essayé, c'est dégueulasse. Une étoile. Ce n'est pas assez healthy, une étoile. Le fromage était moisi, une étoile. Il y en a vraiment énormément, c'est terrible. Selon la FDA américaine, ils ont confirmé avoir reçu plus d'une dizaine de plaintes concernant Lunchly. Il y a très peu de gens qui ont pu le tester en France et moi je vais voir, sachant que, bah encore une fois, on a été le chercher aux US, donc ça a fait de la route, c'est pas censé venir d'aussi loin. Je sais pas si ça a tenu. Dites-vous que ça ne coûte que 3,99$. Je sais pas si vous vous rendez compte du prix. 3,99$. Il y a une barre de chocolat, une boisson, des crackers, de la sauce tomate, de la dinde ou je sais pas ce que c'est, si c'est de la dinde ou pas, mais c'est quand même, tu te dis ok, c'est industriel de malade. Je trouve que les critiques vont plus loin que le produit. En fait, MrBeast est passé par toute une phase un petit peu de harcèlement et de drama pour X ou X raisons que je citerai pas forcément dans cette vidéo, mais en fait, ça s'est répercuté un petit peu sur l'ensemble de ses projets, que ce soit ses marques, ses produits, ses vidéos YouTube. Et je pense que ça a joué aussi un peu un rôle là-dedans. Enfin, tout est arrivé au mauvais moment avec d'autres youtubeurs aussi très controversés, notamment KSI ou encore Logan Paul, qui ont hyper mal réagi à la critique, à l'annonce de ce produit. Enfin, tout ça a donné un espèce d'effet boule de neige assez terrible. Là, on arrive aussi un peu à une espèce de frein de plafond de verre sur les produits de youtubeurs, sur un truc qui est autant distribué industriel. Est-ce que c'est possible d'affilier une image d'un youtubeur un peu cool, sympa, avec un produit un peu industriel comme ça, un peu vénère? Mais écoutez, si j'ouvre cette box et qu'il y a du fromage moisi, on est dans la sauce. Désolé, je le défonce. Waouh, 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 waouh. Là, c'est l'américain. Oh, ah oui. Ah oui, j'ai la boisson. Ok. Bah, où le chocolat? Bah, j'ai pas. Ah waouh, ah oui si, c'est ce petit truc là. D'accord, c'est un mini chocolat, moi je m'attendais à une barre, mais je me dis, le prix c'est fou. Ça sent bon, ça fait vraiment des petits nachos. Ok, bon, ah ouais, c'est juste ça quoi. Voilà les petits nachos, regarde donc, on va se le prendre comme ça. Bah c'est, ouais, goût habituel des nachos, rien de... Regarde-moi le bousin. Bon, c'est sûr que là, ça fait un peu... T'imagines, tu manges ça à midi. Nous, on se plaint de la cantine, en vrai. Mais là, t'imagines, c'est ça ton repas, regarde. Ok, fromage. C'est trop bon. C'est super bon. Bah là ouais, ça fait vraiment les nachos au cheddar fondu. On va goûter la sauce tomate. Mais bonne aussi hein. Ça m'étonne. J'aurais pas cru. Enfin pour moi à la rigueur c'est un apéro quoi. En France voilà, en France faudrait faire ce format. Je pense que le format apéro il marche. Mais par contre j'avoue un fromage comme ça et tout, sauce tomate ça doit être tellement chimique. Les States vraiment ils sont en avance sur le divertissement, sur les méthodes de consommation etc. Mais vraiment il y a un truc les gars, je vous jure la bouffe, je vous assure, c'est terrible, c'est dégueulasse. La bouffe ils ne savent pas faire à manger. Ils mangent comme des Doberman. Je suis désolé, c'est violent ce que je dis. Bah je m'attendais vraiment à quelque chose de terrible. Hein. Je pense sincèrement qu'il y a vraiment une hype un peu négative. Voilà, je dis pas que tout n'est pas justifié, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont critiqué, parfois qui donnent des avis, qui n'ont même pas acheté, qui n'ont même pas le produit. Bon, il faut pas oublier que c'est quand même des aliments transformés. Hein. D'après le docteur Marinov, les articles inclus ne sont pas une source de puissance nutritionnelle. Ça, on va pas manger ça tous les jours. Ça peut peut-être dépanner. Et après, si je creuse un peu, j'ai mon petit chocolat MrBeast. Mini format. Oh pardon,
J'ai mangé tellement de trucs. Là, le petit Feastable, sympa. Et je pense que ça a été aussi un peu une erreur, mais c'est une des stratégies très à l'américaine. C'est toujours pour sortir un produit, il faut trouver entre guillemets son pire ennemi, son némésis. Ça marche pas mal commercialement et marketingement parlant. Par exemple, vous avez Coca et Pepsi, vous avez Nike et Adidas. Et ça amène une concurrence un petit peu, on va dire, très storytellée, qui fait vendre, qui crée une histoire un peu passionnante. Et MrBeast, il a tendance à le faire pas mal. Par exemple, son chocolat Feastable avait comme némésis Hershey's. Et du coup, dans sa communication, c'était toujours notre chocolat est meilleur que Hershey's, on va les battre, etc. Parce que bah forcément, c'est un petit peu la figure d'autorité dans ce marché-là, c'est le numéro 1. Et là, en fait, bah Lunchly, là où moi je trouve que c'est chaud, c'est que franchement, ils sont trop en frontal avec Lunchables. C'est dangereux, je trouve, parce que déjà dans le nom, c'est pratiquement pareil. Ils ont changé quelques lettres, c'est abusé. Et là, tu t'attaques quand même à une institution. Les gens, ils ont l'habitude de consommer ça, donc ça peut être vu aussi de manière un peu trop opportuniste, un peu trop violente. En mode, on est là pour faire des sous, on veut brasser un max. Et surtout en face, bah c'est justement Lunchables. Les gars, ils sont là depuis des décennies, ils génèrent des milliards. Et tu crois vraiment qu'ils vont rien faire en te voyant débarquer sur leur marché avec un produit pratiquement copié-collé? Pour moi, c'est impensable qu'ils n'aient rien fait pour contrecarrer cette communication. Est-ce que justement, ils étaient tellement sûrs d'eux qu'ils se sont dit ils vont se casser la gueule tout seuls parce que ils vont connaître les problèmes qu'on a connus au début, c'est-à-dire que les recettes, elles vont sortir en moins bon état, il y aura un peu de moisi et on va les laisser se planter et nous on reste irréprochables? Ou est-ce que justement ils ont pas aidé à amplifier un petit peu cette mauvaise communication, ou alors leur mettre des freins dans la distribution? Enfin, tout ça vraiment, ce n'est que des suppositions, mais quoi qu'il en soit, c'est un sacré bras de fer. C'est assez passionnant, moi je trouve, c'est un pari assez fou. C'est comme si demain, je m'associais avec des youtubeurs et on crée notre propre saucisson sec. C'est fou, non? En vrai. Bon, moi, mon rêve, ça aurait été de faire de l'alcool, continuer le vin ou quoi, mais on n'a plus le droit. Triste. Bon, c'est compliqué d'avoir des chiffres sur Lunchly pour le moment, mais je pense que c'est un peu compliqué. Ils sont quand même sur un marché qui continue de s'étendre, ce qui est assez dingue. Ils ont un compte Instagram qui est ultra présent, mais c'est sûr que les ventes se font surtout en magasin. Sur leur site, lunchly.com, on a enregistré environ 61 000 visites en janvier 2025, ce qui représente une diminution de 59% par rapport à décembre 2024. Mais bon, après leur site, c'est pas trop là où on va. Je pense que les Lunchly, c'est surtout achat en magasin, mais aussi en livraison. Bon, moi malheureusement, je suis pas sûr de valider ce produit, mais c'est plus, on va dire, mon côté français qui fait que j'ai pas envie que mes enfants mangent ça au midi. Voilà, j'ai pas envie que cette culture américaine vienne en France. En tout cas, je tiens à nos cantines. Il y a plein de défauts sur les cantines, il y a tout un sujet aussi passionnant. Et en fait, je vous dis, j'adore ces sujets. Je vous le dis, je passe mes après-midi des fois à regarder des docus sur les cantines, sur la bouffe, sur les produits transformés, etc. Néanmoins, je trouve vraiment bon, au goût, en tout cas. Ouais, du chocolat sur mon clavier. Objet suivant. Bon, après avoir vu Lunchly et ses produits ultra transformés, on pourrait croire que MrBeast ne pense qu'à la thune, le cash. Mais l'autre moitié de son empire est à l'opposé total. C'est Beast Philanthropie. Et ce qu'il fait de cette branche, c'est du jamais vu sur YouTube. C'est une organisation caritative fondée par MrBeast et qui vise à documenter et financer des actions humanitaires. Tous les revenus générés par une chaîne YouTube créée spécialement pour l'occasion sont intégralement reversés à des causes sociales telles que la reconstruction de maisons, les banques alimentaires, l'éducation et plus encore. C'est un projet énorme et qui franchement a l'air d'avoir un gros impact. Rien que la chaîne a plus de 24 millions d'abonnés. Chaque année, c'est plusieurs millions de dollars qui sont reversés à des assos. Parce que ça s'ajoute aussi du coup aux opérations de MrBeast au global, à Feastables aussi. On peut citer en action directe plus de 2,5 millions de kilos de nourriture distribuée, des centaines de puits construits en Afrique. Rien que sur la chaîne, vous pouvez voir les centaines d'opérations qui ont été menées, c'est assez incroyable, en plus de celles disponibles sur sa chaîne principale. C'est vrai que ces dernières années, on a vraiment l'impression que c'est le truc qui l'anime le plus. Il l'a dit, je veux dépenser tout ce que je gagne pour améliorer le monde. C'est là qu'on voit toute l'ambiguïté du personnage, qui est quand même ultra business, mais qui en parallèle agit de malade pour certaines ONG. Alors, est-ce qu'il le fait pour l'image? Peut-être, mais en tout cas, il le fait, et l'impact est réel. Ça a renforcé son image en tant que créateur engagé et altruiste, mais certaines critiques ont été émises concernant l'utilisation de la pauvreté comme un outil de divertissement. Avec ça, moi, je suis pas hyper d'accord. En fait, il mène des actions et il le filme, c'est aussi son taf, il le fait pour inspirer, pour rendre visibles les causes, et aussi pour motiver les gens à rejoindre le mouvement. C'est la réalité du terrain, et franchement, c'est ultra courageux de sa part. Alors oui, c'est sûr, on n'a pas l'habitude de voir ça, et ça peut paraître bizarre d'avoir des concepts YouTube autour, justement, de la philanthropie. Bon, ça fait aussi très américain, mais moi, j'aime beaucoup cette approche. Franchement, tout ce qu'il a réalisé en l'état, c'est assez dingue. Après, il faut faire attention, toujours, avec le syndrome du sauveur, et du YouTuber américain qui peut sauver le monde. Mais franchement, je préfère ça que des mecs qui font n'importe quoi, et qui vivent uniquement pour eux. Il y en a quand même pas mal sur la plateforme.
plateforme. Il a collecté 33 millions de dollars pour retirer les déchets des océans, planté plus de 24 millions d'arbres, financé 1000 chirurgies oculaires et j'en passe. Ça mériterait aussi tout un sujet. Mais on est là pour parler quand même un peu plus business. MrBeast Lab. Bon, MrBeast le sait, hein, dans son audience, il y a quand même pas mal d'enfants. C'est donc plutôt logique de proposer des jouets. Et ce qui est assez dingue, c'est que c'est pas n'importe quel jouet. Genre, ça aurait pu être des petites figurines, des petites peluches. Mais non, là, on va beaucoup plus loin. Théma, le bousin. MrBeast Lab. C'est quoi ce truc? Ça va très très loin. On est donc sur des figurines à collectionner, mais attention, qui sont enfermées dans des tubes à essai. Et du coup, pour les libérer, il faut ajouter de l'eau pour déclencher une réaction effervescente. C'est assez drôle. Il y a vraiment tout un mécanisme derrière, un gimmick. Il y a toute une gamme Mutators avec des figurines plus grandes qui changent de couleur lors de l'activation et les Collector Figures qui représentent des félins stylisés inspirés du logo de MrBeast. Les prix varient de 4,99$ pour les packs de base à 24,99$ pour les éditions spéciales. Il y a plus de 100 MrBeast Lab Swarms uniques à collectionner. Bon là, j'ai la collection à 40€, j'en ai d'autres aussi. Alors ici, on serait plutôt sur une opération de co-branding, puisqu'on est bien sur les jouets MrBeast Lab by Moose Toys. Et Moose Toys, c'est une entreprise australienne de conception, de développement et de distribution de jouets. Elle a été fondée en 1985 par Brian Hammersfield. Forcément, hein, dans le marché du jouet, à mon avis, il faut de l'expérience et du savoir. C'est un mastodonte qui emploie plus de 600 personnes et distribue ses produits dans plus de 50 pays. Vous connaissez peut-être certaines marques de leurs jouets comme Shopkins, Little Leaf Pets, Grocery Gang, Bidos et Treasure X. J'en connais aucun. Le chiffre d'affaires annuel estimé de Moose Toys s'étend à 1 milliard de dollars. Bon, cette fois-ci, c'est donc un produit qui sera moins au cœur de la stratégie de MrBeast, mais qui est bel et bien là pour être efficace et très rapidement toucher son audience jeune. Et je sais pas pour vous, mais contrairement au chocolat qu'on a vu partout qui a bombardé, les jouets, on en a moins entendu parler. En fait, ça a carrément été moins explosif que prévu. Juste avant sa sortie, il y a des accusations qui ont éclaté contre certains membres de l'équipe de MrBeast, les accusant d'avoir créé un environnement de travail toxique. Et ça s'étend à l'ensemble de ses projets, hein, aussi bien aux vidéos qu'au chocolat, etc. C'est ce qui peut arriver pour des grosses boîtes, mais des employés qui ont quitté l'entreprise commencent à vouloir l'attaquer en justice et même à sortir des vidéos et à faire pas mal de buzz. C'est le pire timing forcément pour MrBeast parce qu'à ce moment-là, il annonce des jouets, un truc plutôt fun, pas hyper compatible avec l'idée. Résultat, un lancement très discret, sans la promo habituelle sur les réseaux du youtubeur. Face aux critiques, une enquête interne a été menée et plusieurs employés ont été virés. MrBeast a pas trop communiqué sur le sujet, mais en tout cas, certains ont trouvé que le timing de lancement était un peu maladroit vu la situation. Mais à mon avis, avec les accords entre MrBeast et Moose Toys, il fallait absolument le sortir à ce moment-là parce qu'il y a une distribution en magasin aux quatre coins du monde. En fait, tu peux pas trop retarder malheureusement. C'est quoi ce truc? Je me demande vraiment comment ça marche. Bon, on va ouvrir ça. En attendant, il est l'heure de regarder un petit peu les avis une étoile. Winston. En tant que parent, je n'aime vraiment pas ça. Le jouet fait la taille de mon pouce et la quantité de déchets et de plastique qu'il contient n'est pas cool. Une étoile. Delphine. Quelques petits monstres en plastique et 2 tubes à essai en plastique. Pas étonnant que le type dont le nom figure dessus soit millionnaire. Une étoile. Bon, en tout cas, le packaging, c'est un jouet, quoi. On a la photo de MrBeast, une petite figurine. C'est quoi la valeur ajoutée un peu de ce produit? Bon, vous le savez, il y a une vraie hype sur les jouets un petit peu collectibles. Voilà, les figurines qu'on peut collectionner avec des ouvertures un petit peu à l'image des cartes Pokémon. Là où les MrBeast Lab et Swarm proposent quelque chose, c'est que dans l'expérience d'unboxing, il y aurait un petit truc, un petit gimmick un peu rigolo avec une réaction chimique, on ajoute de l'eau, on ajoute des petits trucs et voilà, ça donne naissance un peu au monstre. C'est du storytelling, mais quand on est enfant, en fait, ça peut être très stylé. Comment ça s'ouvre? Moi, je suis désolé, je vais le défoncer. Hein. Le packaging, il est infernal. Oh, il y a plein de trucs. Waouh, c'est une notice. C'est un couteau. Plus de 30 lumières, sons et réactions. Donc là, ça inclut une figurine et 2 armes. Waouh, c'est quand même stylé, encore une fois, avec la DA de MrBeast, c'est assez ouf de voir un jouet. Alors, comment ça marche? Ouais, expliquez ton histoire. C'est quoi ça? Je veux pas passer le bac, moi. Alors, avant de commencer, retirer l'emballage sur le centre de classe, ouais. Réduire le compartiment pour obtenir la clé d'activation. Insérer le tourne la clé. On m'avait dit qu'un jour je ferais une review de jouets comme ça. On a de la poudre de thermite et tout. Ok, il me faut la clé d'activation qui est ici. J'ai la clé, ici, et j'ai la poudre de l'extrême. Il y a un son. Waouh! Ok, c'est activé. Je vais mettre la poudre. Voilà, j'ai mis la poudre. Ensuite, je verse de l'eau. Oh waouh, ça fait de la mousse. MrBeast, il va sortir. Appuyez sur le bouton d'ouverture d'urgence pour activer le lecteur d'empreintes digitales.
Ok, ça a ouvert ça, empreinte digitale. Oh waouh. Attends, par contre, si c'est juste ça, ça pue sa mère. Non. Ah ouais, non mais moi je veux bien me remettre dans une âme d'enfant et tout, mais genre là j'ai juste mis de l'eau sur de la poudre en fait. Ça a servi à quoi? En fait j'aurais pu appuyer là dès le début et l'ouvrir. Bon, la figurine elle est sympa, elle est articulée de partout. Je vais lui mettre l'arme. Ah, voilà, je lui ai mis son pistolet. Ensuite je lui mets un projectile. Mr Beast! Oh, ça marche bien, ça marche très bien. Attention Mr Beast, méchant des monstres. Ah! C'est pas mal. Je suis Mr Beast. Bon, écoutez, c'est rigolo, hein. Un peu décevant, je trouve, sur le côté unboxing. Je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment une petite réaction chimique ou un truc. En fait, juste un couvercle en plastique à lever. Mais en tout cas, pour les enfants et pour se projeter un petit peu dans l'imaginaire, la petite potion et tout, ça peut être rigolo. Maintenant, ça reste anecdotique. Bon, là, ça s'adresse vraiment pour les tout petits. Donc, à voir, hein, si y a des parents qui regardent ça avec leurs petits, est-ce qu'ils ont été hypés? Bon, après, la figurine, elle est assez quali, mine de rien. Ça fait un peu Action Man. C'est bien articulé. Pour le coup, c'est assez quali, je trouve. Il y a un deuxième jeu à tester. Le Lab Swarms. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a les tubes, c'est reparti. Mr Beast, le scientifique fou. Bon, on retrouve forcément la DA de Mr Beast, le fameux rose et bleu comme ça. Ça marche bien, c'est super connard. À l'ancienne, hein, j'aurais dû le garder. Il me l'a volé, ce salaud. Ah, merde. Rappelez-vous, la connard mobile, c'était ça, hein, c'est Mr Beast avant l'heure en fait. Bon, c'est parti. Ouverture chaotique, hein, vous le savez. On n'est pas là pour faire dans la dentelle. Hop. Bon, déjà plus simple à ouvrir que l'autre. Oh merde, la notice. Oh non. Je suis vraiment le pire, je suis désolé. Dévisse et retire l'opercule en aluminium. Revisse le bouchon, ajoute de l'eau jusqu'à la limite et observe ton expérience pétiller. Donc là, comme ça, c'est vrai qu'on va pas... Je vois qu'il y a de la poudre. En fait, je me demande s'il n'y a pas un papier et avec la réaction chimique, le papier va un petit peu... Ça serait incroyable. Du coup, j'ai déjà 3 petits bonhommes ici qui se sont perdus. Bon, ça, c'est un peu rien, mais bon. On croirait des trucs un peu de Kinder, quoi. Bon, c'est de la collection, hein. Quand t'es petit, j'imagine que c'est chouette. J'ouvre l'opercule. Oh, waouh, il y a un danger. Oh my god. Ah! Oh fuck! Mon tapis, lui il souffre, hein, il n'en peut plus. Ok, ça fait de la mousse. Après je vais shake. Alright. Ok, ouais, effectivement, on a un peu de papier comme ça là, tout dégueulasse. Je vais le mettre quand même dans l'eau. Je sais pas. C'est dégueulasse. Attends. Il me faut une assiette. Ok. Oh la purée. Effectivement. J'en ai un petit là. Waouh. Ok, c'est un peu dégueu, mais c'est rigolo. Tadam! Le voici le Swarms. Bon, c'est un peu là, voilà. Si vous avez des enfants, vous me dites. Cool ou pas? J'ai fait ma petite expérience chimique, voilà, je suis content. Et ensuite, vous prenez ça et vous le buvez cul sec. Je rigole, faites pas ça. Alright, c'était cool. Bon, malgré les controverses initiales, Mr Beast Lab a connu un succès commercial assez notable. Mutators a décroché la première place des ventes aux États-Unis dans toute la super catégorie figurines d'action pour toute la saison d'automne, août-décembre 2024. Ils ont remporté aussi le prix de la propriété la plus performante de l'année pour les figurines d'action aux European Toy Awards 2024 de Circana. Un autre prix encore avec les Circana Global Toy Industry Performance Awards. Et en février 2025, une série animée basée sur les jouets a été annoncé en collaboration avec Stupid Buddy Studios. C'est quand même un truc de ouf. Il y a eu pas mal de petites pubs que je trouve méga stylées quand même. Ça me fait penser vraiment à l'ancienne, les petites pubs de jouets. Et là, on sent que c'est quand même un gros projet en collab. Hein. Pour le moment, il n'y a aucune image officielle ni bande-annonce pour la série animée Mr Beast Lab. Mais il y a déjà pas mal de pubs qui donnent un petit peu, on va dire, le mood. Et on retrouve forcément un petit peu l'ADN des jouets. C'est assez incroyable. Ça peut aller vraiment très loin. Bon, on le sait, le marché des jouets, c'est une opportunité aussi immense pour Jimmy. Pour le coup, je trouve que c'est de bonne qualité. C'est assez gros, assez impactant. Il y a des bruits, il y a des petits trucs rigolos à faire pour les enfants. Les prix semblent être dans une fourchette comparable à celle d'autres produits similaires sur le marché. Moi, franchement, je trouve ça plutôt cool. Enfin, je me dis que mes enfants pourraient jouer avec ça. Grâce à cette collaboration et forcément à l'accès à la production et à la distribution de Moose Toys, visiblement, ça se passe plutôt bien pour Mr Beast. En fait, l'entité commerciale qui englobe les diverses activités qu'on a pu voir, que ce soit le chocolat avec Feastables, Lunchly avec les aliments emballés, et maintenant Mr Beast Labs, les jouets, l'entreprise a généré environ 473 millions de dollars de revenus en 2024 avec des projections atteignant 899 millions de dollars pour 2025. C'est vraiment colossal pour quelque chose qui a débuté il y a très peu de temps. Et c'est super intéressant parce que ce combo entre marque pure, création d'entreprise de zéro, mais aussi co-branding sur des sujets un petit peu plus mainstream comme les jouets, ça a l'air d'être un pari gagnant. Bon, c'est des estimations, mais concrètement, par exemple, les jouets auraient généré plus de 65 millions de dollars de ventes
ventre au cours des 6 premiers mois suivant le lancement. Ah oui, c'est... Bon, les jouets c'est bien les jouets. Ils ont des jouets. Clairement les grands gagnants, hein, c'est Feastable, on l'a dit, avec 215 millions de dollars. Et par contre des chiffres beaucoup plus timides pour le moment pour Launchly avec seulement 5 millions de dollars. C'est complètement dingue. À titre de comparaison, la division média de MrBeast, qui comprend sa chaîne YouTube et l'émission BeastGame, aurait généré que, encore une fois, que 226 millions de dollars, avec des pertes estimées à 80 millions de dollars en raison des coûts de production ultra élevés. En l'état, ce qu'on comprend, c'est que si MrBeast n'avait que ses vidéos, bah ce serait juste pas rentable. Pour que MrBeast existe, il a besoin de ces différentes entités. Alors déjà, non seulement forcément pour gagner de l'argent, pour créer de la valeur, mais aussi pour faire exister son projet YouTube. Aujourd'hui, ces productions, elles sont tellement énormes que ça ne correspond plus du tout au format de la plateforme. En fait, les publicités qui en début de vidéo, qui sont proposées par YouTube, et sur lesquelles YouTube prend aussi une grosse partie, ne sont pas assez conséquentes pour produire un contenu d'une telle qualité. Si vous voulez comparer ça entre la régie publicitaire de YouTube et celle qu'on peut avoir par exemple à la télé, mais vous pouvez multiplier les revenus par 5, par 10 si on était à la télé. Et pourtant, en termes d'audience, bah, j'ai envie de vous dire, techniquement, YouTube a dépassé la télé l'année passée. Bon, ça mériterait aussi tout un gros sujet, mais on comprend bien qu'aujourd'hui, les marques sont indispensables si on veut continuer à faire évoluer la creator economy. Pour ça, MrBeast est un cas vraiment hyper intéressant et hyper pertinent. Il fait clairement partie de ceux qui font évoluer le business et surtout, bah, au final, les vidéos. C'est franchement hyper impressionnant. Bon, forcément, on n'est pas crédule, hein, on s'en doutait, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu de peut-être sensibiliser un peu et échanger sur ces sujets business de gros projets, parce qu'on a souvent l'impression que les gens ne voient ça que comme un moyen de vite gagner de l'argent et de s'enrichir. La réalité, elle est quand même beaucoup plus nuancée que ça. Alors attention, hein, MrBeast, il est très bien, vraiment. Les estimations sont déjà à plusieurs milliards le concernant, mais je pense que techniquement, c'est pas encore le cas, hein, mais il va devenir le premier youtubeur milliardaire. Alors, il l'est déjà en termes d'estimation, l'ensemble de ses projets, de sa chaîne, etc. vaut plusieurs milliards, mais comme c'est son image et sa chaîne, il pourra pas vraiment la vendre. Mais il y a un jour où je pense qu'il aura véritablement 1 milliard techniquement sur ses comptes bancaires. Ce sera le premier youtubeur milliardaire. Sauf s'il y a un énorme bad buzz ou qui fail ou quoi. Mais en tout cas, je pense que oui, ça va arriver. Il y a un jour où ce sera annoncé partout, il y aura un youtubeur milliardaire. Ouais, ce sera pas moi, je vous le dis. Bon, un sujet un peu moins passionnant qu'on a tendance à connaître, forcément le merch. Techniquement, depuis 2018, MrBeast vend ses propres vêtements. Il y a toute une ligne officielle de vêtements et produits dérivés lancés par MrBeast. C'est géré par sa holding, donc c'est à lui à 100%. C'est principalement présent dans ses vidéos, c'est comme ça qu'il les vend. Mais c'est aussi cette société qui détient les droits sur la marque de MrBeast. C'est intéressant, hein, vous allez voir, parce que cette marque, elle est utilisée et même vendue ailleurs. Et je vous parle pas du chocolat, tout ça, non, vous allez tout comprendre. Bon, on retrouve des t-shirts à une trentaine de dollars, des sweats, des pantalons, quelques petits accessoires. En 2023, les estimations de la boîte tournent autour de 70 à 80 millions de dollars. C'est énorme, mais je ne pense pas que la vente de vêtements représente 100% de ce chiffre d'affaires, vous allez voir. Ok, il y a un autre produit que MrBeast a lancé, que j'utilise pratiquement tous les jours. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est un SaaS. C'est l'abréviation de Software as a Service, un logiciel en tant que service. Voilà, par exemple, vous avez Google Docs, Canva, Notion. C'est un logiciel que tu n'achètes pas une seule fois, hein, mais que tu utilises en ligne avec souvent un abonnement mensuel. Tu installes rien, tu te connectes via ton navigateur et tout est stocké dans le cloud. Tu payes pour l'usage, en gros. Et là, l'usage, c'est quoi? La data YouTube. Ce SaaS, c'est ViewStats. C'est une plateforme d'analyse de performance sur YouTube développée à l'initiative de MrBeast et de ses équipes techniques. Et c'est un véritable outil indispensable pour tous les créateurs de contenu vraiment investis. Je vais vous expliquer ça juste après, mais c'est important de comprendre que MrBeast, en fait, il évolue aussi au sein de son marché, hein, la creator economy. Sur YouTube, il se passe pas mal de choses, que ce soit vraiment devant les caméras, mais encore derrière, avec toutes les agences, les boîtes qui sont en train de construire l'avenir de ce marché. Un des piliers de notre économie, forcément, c'est le marketing d'influence. En gros, les opérations commerciales, les sponsors. Et ça, MrBeast, depuis 2019, il est vachement impliqué là-dedans, notamment via l'agence Night Media. Et quand t'es MrBeast, bah, t'as un très gros impact là-dedans. Moi, par exemple, j'ai ma propre agence aussi depuis de longues années. Peut-être qu'un jour, j'en parlerai, mais en attendant, MrBeast, lui, c'était pas vraiment son agence, mais il avait une des collaborations les plus emblématiques de l'économie des créateurs avec Night Media. En fait, il collaborait avec cette boîte pour structurer les partenariats, organiser les projets commerciaux, construire un empire autour de ses créations, et ça aussi avec plein d'autres youtubeurs. Et pendant plus de 5 ans, MrBeast a collaboré avec Night Media, mais l'opération a cessé en 2024. En fait, MrBeast, il n'était pas actionnaire de la boîte, ils étaient juste en collaboration, il avait besoin de reprendre le contrôle
contrôle sur tous ces sujets. Et là, quand tu maîtrises pas la boîte, bah, c'est juste pas possible. On l'a vu hein, avec VDC. On va dire qu'ils se sont un petit peu frités, mais pas trop quand même, parce que justement, maintenant, après cette rupture, MrBeast a collaboré avec Colin and Samir, mais aussi du coup des investisseurs liés à Night Media pour créer ce fameux Viewstat. Vous le savez, la data, c'est le nerf de la guerre. Et là, MrBeast, il a fait un move de malade. Quelques mois après son lancement, Viewstat compterait déjà plus de 500 000 créateurs inscrits. Alors c'est quoi l'intérêt? À quoi ça sert? Bah nous de notre côté, c'est une interface qui est vraiment hyper efficace, que moi j'utilise beaucoup. J'ai un petit add-on ici directement qui va analyser un petit peu ma chaîne, mes performances, voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, le comparer avec d'autres vidéos, avec d'autres chaînes. J'ai un site qui me permet de voir un petit peu des tendances, des titres, des miniatures. C'est vraiment un outil incroyable quand on est sur YouTube. On peut y avoir des conseils sur la structure de vidéo, les tendances de format, l'évolution d'un créateur au fil du temps. Alors pour nous, l'intérêt est forcément, c'est de mieux travailler, mais pour MrBeast, encore une fois, il y gagne sur tous les plans. Déjà, son service risque d'évoluer, de devenir une véritable marketplace à l'avenir. Il a un contrôle total aussi sur les prix, sur les publicités, sur ce qu'il peut recommander. Mais surtout, à la fin, le deuxième avantage, c'est qu'il a un tracking de la data absolument phénoménal. Là, il a une vision un petit peu sur tout ce qui se passe sur YouTube et c'est sûr qu'il l'utilise personnellement. Alors à mon avis, il doit avoir un niveau d'information que moi j'ai pas, mais en quelques clics désormais, puisqu'en plus, c'est avec ses équipes internes, il est capable de savoir ce qui est en train de buzzer actuellement, ce qui marche le mieux à l'international, sur d'autres chaînes. Le gars a un maxi radar sur le YouTube game, c'est juste incroyable. Et on n'a pas trop le choix parce que son truc est vraiment bien. Et puis bon, tout le monde ne veut pas devenir MrBeast, moi je lui laisse la place, y a pas de souci. Bon, on est pratiquement à 480 $ par an pour l'accès premium, bien sûr, qui nous donne accès aux 3/4 des trucs les plus intéressants. Bon, pour le moment, je pense que ça génère quelques millions de dollars au max, mais clairement les perspectives d'évolution sont assez folles. Je sais pas si on se rend compte à quel point il est partout. Son équipe est juste trop forte, c'est incroyable. Et ça qui est vraiment intéressant d'observer aussi à travers cette vidéo, c'est l'emprise tentaculaire qu'a l'empire MrBeast sur toute son économie, sur tout son environnement. Et c'est vraiment comme ça qu'on crée un empire, Il a un pied un peu partout. Il a très vite compris que son influence ne s'arrêtait pas à simplement ses vidéos. Rien qu'à mon échelle, MrBeast a quand même un gros impact dans mon travail quotidien. Bon, et maintenant, on va reparler de la marque MrBeast. Je parle bien de la marque déposée, vous le savez, détenue par sa holding qui en soi vend des vêtements. Cette marque, elle a été vendue à d'autres groupes. Il y a eu pas mal de collaborations, notamment dans le jeu vidéo. Vous l'avez sans doute vu passer dans Fortnite. En décembre 2022, Fortnite et MrBeast s'unissent pour un événement hors norme. This is the craziest Fortnite tournament ever. And it's your job to survive as long as you can to win. C'est pas juste une petite collab, mais un véritable défi mondial. Avec à la clé quand même $1 million. Bon, vous avez pas mal de communication sur internet, concrètement, vous avez la création d'une map et un nouveau skin dans Fortnite. C'est un événement majeur, gratuit, ouvert à tout le monde. Et pour Fortnite, c'est l'occasion de faire venir des nouveaux joueurs, aussi les fans de MrBeast et gagner en notoriété. Et côté MrBeast, il y a deux enjeux majeurs, je pense. La première, forcément, un chèque à la clé. Je pense que ça rapporte pas mal, notamment avec Fortnite. Vous ne le savez peut-être pas, mais certaines maps de Fortnite, c'est-à-dire quand on crée juste une map qu'on propose dans le jeu, peut ramener plusieurs millions de dollars par mois si vraiment elle cartonne. Et cartonner pour MrBeast, c'est pas trop dur. Vous avez le revenu share sur l'achat de skins. En gros, quand vous achetez ce skin, MrBeast peut toucher un pourcentage sur les ventes et surtout avec la vente de son IP, avec sa map, son logo, son nom, je peux vous dire qu'il y a une pluie de dollars derrière ce deal. Mais plus en coulisses, il y a un deuxième enjeu pour MrBeast, sa présence dans le monde du jeu vidéo. Il l'a déjà fait avec sa chaîne MrBeast Gaming. Alors, est-ce que ça va être avec un studio et des jeux à part entière ou alors plutôt des collaborations? Le jeu vidéo, ça reste un moyen de faire quand même beaucoup d'argent et c'est sûr que MrBeast va vouloir prendre le virage. Et c'est pas les seuls, il y a aussi Stumble Guys. Vous reconnaissez sans doute ce jeu, il y a une collaboration avec MrBeast qui a tout cassé. Hey guys, I just created my craziest challenge yet in Stumble Guys. En intégrant son personnage, son skin, mais aussi ses maps, les téléchargements hebdomadaires ont bondi de plus de 300% dès la première semaine, avec un pic à plus de 2 millions de joueurs actifs quotidiens. Alors tout n'a pas été rose dans ces collaborations, notamment une monétisation agressive du Battle Pass, mais ça reste au global de très belles opérations pour la marque Beast. Mais c'est pas tout, un autre jeu majeur, Roblox, et il n'y échappe pas. À la fin de l'année 2024, MrBeast a fait son entrée dans l'univers Roblox. Les maps estampillées MrBeast cumulent plus de 50 millions de visites, c'est juste colossal. Il faut savoir que Roblox Corporation, c'est un mastodonte du jeu vidéo valorisé à plus de 25 milliards de dollars. Alors avoir une map qui cartonne sur ce jeu génère des revenus. Ça, c'est encore un énorme business que peut-être on pourra aborder une prochaine fois, comprenez juste.
juste que c'est le jackpot. Mais là, MrBeast, carrément, il fait un triplé. On reprend le petit duo gagnant. Je prends mon petit chèque déjà pour la vente de mon IP. 2. Je fais exister ma marque dans l'horizon du gaming et je prépare un petit peu le terrain. Et 3. En plus de ça, ça a fait la promotion de son show vendu chez Amazon Prime. Eh ouais, l'événement en fait était là pour promouvoir Beast Games. I spent over a year trying to make the best competition show ever, and I promise you'll like it. Go watch Beast Games right now on Prime Video. Le gars ne s'arrête pas, vraiment, c'est zinzin. En mars 2024, il annonce un projet de très grande ampleur, une émission intitulée Beast Games. Développée en partenariat avec Amazon Prime Video, c'est un projet décrit comme le plus grand jeu télévisé jamais produit sur Internet. Start the timer! À la clé, un prix de 5 millions de dollars pour le gagnant. Le budget de production de l'émission est estimé à plus de 100 millions de dollars, qui en fait l'un des shows non scénarisés les plus chers de l'histoire du divertissement. À ça, on peut ajouter plus de 30 millions de dollars de marketing débloqués par Amazon. On a une stratégie de teasing absolument incroyable sur la chaîne de MrBeast, sur les réseaux sociaux, sur TikTok. Et malgré tout ça, le projet n'est pas rentable. We spent way too much money on it. I lost tens of millions of dollars on that show. Yeah, I'm an idiot. Clairement là, l'idée c'est pas de gagner de l'argent, mais de marquer l'histoire, d'élargir son audience et de montrer que les créateurs YouTube peuvent rivaliser avec les plus grandes productions télé mondiales. Il y gagne une énorme visibilité, renforce son personal branding et investit dans ses propres projets. C'est une petite masterclass là qui est proposée, hein. Asseyez-vous tranquillement. Et on arrive maintenant en 2025. Jimmy propose une expérience immersive à Las Vegas en promettant à 400 fans un séjour exceptionnel pour 1000 $, 2 nuits dans un hôtel de luxe, des sacs mystères, des activités exclusives. Mais une fois sur place, aucune animation, des goodies basiques, son chocolat, son merch, et puis des vêtements mal taillés en plus. MrBeast n'est même pas présent. Résultat, déception massive. Et le plus gros twist, c'est que MrBeast n'a pas directement organisé l'événement, mais c'est une start-up sous licence qui exploitait sa marque avec son accord. Exactement comme Virtual Dining Concept. Le mec n'apprend pas. Qu'est-ce que tu fais là? T'étais sur Imperfect. Malgré les leçons du passé, MrBeast continue parfois de prêter son image à des partenaires qu'il ne contrôle pas totalement. Avec les mêmes conséquences, déception des fans, mauvaise presse et excuses en urgence. Mais la question reste, pourra-t-il un jour complètement garder la main sur ce qu'il signe? Bon, on a fait le tour des plus gros sujets. En 2025, l'ambition de Jimmy prend une nouvelle dimension avec la création de Beast Industries, une holding visant à étendre son influence au-delà de YouTube. Dites-vous que cette entité, aujourd'hui, elle est valorisée à plus de 5 milliards de dollars. Et pour aller encore plus loin, il envisage de diversifier ses activités dans des secteurs tels que l'animation, le jeu vidéo, les jouets et les produits de consommation. C'est un empire qui est fondé sur votre attention, votre confiance aussi, et on a vu des réussites comme Feastables qui a cartonné aux USA, mais aussi des ratés, des pas de buzz, des procès, et surtout une vérité intéressante, dès qu'il ne contrôle pas tout, ça dérape. MrBeast, c'est plus juste un créateur, c'est une multinationale à lui tout seul, le premier youtubeur multimilliardaire qui ne vend plus juste du contenu, mais bien une vision. Mais est-ce qu'on achète les bons produits ou juste la vision qui va avec? À vous de trancher en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, c'était vraiment passionnant, j'avais envie de vous donner un petit peu mes avis, mon analyse perso de créateur de contenu, parce que voir ça, ça m'intrigue, c'est pas forcément ma vision et le chemin que j'ai envie de prendre, mais néanmoins, ça a un impact hyper fort sur la plateforme qu'on connaît depuis toujours, YouTube. Et vous le verrez que ça va donner des idées à certains. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, un petit commentaire. Un énorme merci à Bitdefender d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas de tester Scamio. Et vous avez l'offre aussi gratuite pendant 3 mois avec le Bitdefender Premium Security. Foncez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt!